Bon bah déjà meilleurs vœux, bonne année les gonzes, on démarre 2023 en voyant déjà l'avenir, et quelles sont les motos à suivre dans cette année folle à venir? Entre période de transition avec des nouveaux moteurs, des nouvelles énergies, la percée minime de l'électrique mais aussi le retour de non iconiques, moi je vous ai sélectionné 10 motos ou 10 concepts à suivre et à surveiller selon moi en 2023. Alors très simple, j'ai enlevé les trucs presque hyper évidents parce que vous avez surveillé la MT-07, oui si tu veux, alors que c'est la même formule depuis qu'elle est sortie, on va quand même essayer de se creuser la tête et je vais aussi essayer de vous donner des tuyaux pour pourquoi cette moto là elle va marcher. On commence avec celle que j'ai pas voulu inclure mais dont j'aimerais parler. On commence avec Benelli et la 702 TRK. Moi j'ai un peu l'impression qu'elle va se perdre entre l'iconique 502 TRK et la future maxi trail de chez Benelli, la 800 TRK. Est-ce que ce sera plutôt une simple upgrade de la 502 avec des routes 17 donc typées très route ou un développement un peu plus technique? Moi je sais pas, donc du coup je regarderai à l'occasion. Je regarderai aussi d'un œil la Triumph Street Triple Moto 2 là, donc parce que cette moto en fait c'est une grosse Street Triple 765 RS, mais avec des perfs assez similaires si on accepte les 10 chevaux supplémentaires, donc 140 chevaux au lieu de 130. C'est les mêmes réglages de la boîte, c'est les mêmes assistances électroniques, c'est les mêmes étriers radio, c'est donc du Brembo Stylema, c'est les mêmes pneus Pirelli Diablo Super Corsa SPV3, c'est les mêmes amortisseurs Öhlins STX40, mais c'est parce que en fait comme c'est l'édition limitée qui est assez folle avec une peinture dingue et puis full Öhlins, j'attends de voir. Et une petite moto avec une petite marque que je vais suivre, c'est Kove avec sa 400 RR. Alors Kove c'est un petit fabricant chinois, encore un oui, mais qui vient en Europe avec deux motos. Donc la 800X Super Adventure, une sorte de gros trail avec un moteur inspiré du LC87 chez KTM, qui équipe d'ailleurs déjà les 790 Adventure, et donc CF Moto qui l'utilise aussi pour sa base de 800 MT. Bon apparemment là c'est juste une inspiration, donc on verra. Et la 400 RR, et je vais bien la suivre parce que 4 cylindres, 66 chevaux, 160 kg. Et ouais, une petite portive en 4 cylindres. Alors que tous ses concurrents directs sont plutôt en bicylindre. Bon, on verra ce que ça donnera. Si ça sort réellement en 2023, ça peut être assez sympa. Alors je sais pas si on dit Vogue ou Vogue. Je vais dire Vogue. 900 DS. Ouais, parce que ça, moi j'ai kiffé un peu plus parce que c'est un gros trail qui va avoir le même moteur que la 900XR de chez BMW. Vogue ou Vogue, je sais pas comment est-ce qu'on dit, ça appartient au groupe Lansing qui développe déjà quelques moteurs BMW, dont celui du 850 GS, du 750 GS et donc du F900R et F900XR. Donc on va avoir quand même une base assez solide, très linéaire et extrêmement intéressante pour les amoureux des trails à petit budget. Cette moto donc à mi-chemin entre une F850 GS et une Triumph Tiger 900 équipée en 21-17, et d'ailleurs même très équipée technologiquement parlant, ça risque de faire assez mal si c'est commercialisé en Europe. Et si ça reprend les bases du 500 DS déjà sorti chez Vogue, ou Vogue, encore une fois je sais pas comment est-ce qu'on dit, ça va vraiment être intéressant. Enfin, deux modèles moins conventionnels mais que je suive de loin, déjà le Niken GT de chez Yamaha. Vous savez la moto 3 roues avec le moteur de la MT-09. En 2023, cette variante elle prend enfin ses pétrons en Euro 5 avec quelques améliorations, notamment sur la course à l'accélération et le maintien en bas régime. Mais aussi avec un tout nouveau cadre, vu que forcément il faut faire tenir toutes les suspattes et tout le bordel là-dedans. Tu auras aussi un nouvel écran TFT et plein d'autres innovations à retrouver sur le site de Yamaha. Et moi j'espère vraiment que le Niken trouvera son marché en 2023 parce que la moto elle a fait des ventes assez timides. Je crois qu'en 2021 il y a dû avoir genre 130 ventes. Malgré la mise en avant de Eyesight de Chris RS qui en avait une. Et avec toutes les qualités de ce bousin, moi ça me ferait vraiment plaisir que cette moto là, elle trouve son public en fait. Et pour finir, l'Indian RTS Sport que j'aime particulièrement dans sa philosophie. En 2018 ou 2019, je sais plus, Indian se lançait vers de nouvelles routes en présentant un roadster inspiré de l'univers du flat track, avec cette fameuse FTR 1200. Depuis, elle a pris un cheminement assez correct avec une gamme complète, mais un volume de vente qui est assez faible, puisque je crois qu'il y a moins de 300 ventes sur la gamme complète. Et la S est donc remplacée par une livrée sport, encore plus dans cet esprit flat track je trouve. D'ailleurs pour l'occasion, toutes les FTR profitent d'un freinage et d'un embrayage amélioré et d'une nouvelle instrumentation, donc c'est une affaire à suivre. D'ailleurs maintenant, entrons dans le vif du sujet avec celle que j'ai mis en 9ème position. La Fantic Caballero 700 Scrambler. Vous avez été tellement nombreux à m'en parler sur la vidéo de l'ECMA, c'est chose faite. En 2021, Fantic a racheté à Yamaha le groupe de moteurs Minarelli, qui propulse notamment les Caballero 125. Ce rachat permet alors deux choses. Créer de nouveaux moteurs avec un gros du secteur, mais surtout rapatrier la production de ces moteurs en Italie, en lien justement avec Fantic. Au départ, vous mettre une réponse d'attaque au Benelli 502 TRK, Fantic dévoile cette 700 Caballero que je trouve extrêmement soignée, belle et agréablement novatrice dans cet aspect néo-rétro scrambler, et surtout propulsée avec un moteur que beaucoup d'entre vous connaissent les qualités, El Famoso CP2 de chez Yamaha. Et le bicylindre japonais de la MT-07 et du Tracer 7, ou de sa concurrente directe d'ailleurs le XSR 700, il sera exactement le même sous ce réservoir de cette Kaba 700. Un énorme gage de qualité et de popularité auprès du public visé par Fantic, les amoureux d'anciennes et les jeunes, et aussi ceux qui veulent le moteur de la MT-07 sans aller vers une MT-07. Plutôt pas mal. 180 kg, 14 litres de réservoir, roue de 19 et de 17 pouces, fourche inversée Marzocchi, amortisseur réglable, freinage complet de chez Brembo. Énormément d'avantages sur cette belle machine qui aura d'ailleurs un écran TFT connecté.
et un prix avoisinant, semblerait-il, les 10 000 €. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai vraiment envie de surveiller cette machine parce qu'elle me semble être en fait une excellente alternative au XSR avec le même moteur et une ligne qui est absolument démente, clairement. Franchement, un essai de cette moto, ce serait vraiment pas de refus. En 8ème position, peut-être pas une moto que j'ai serrée parce qu'elle est horriblement chère et un peu exceptionnelle quand même, la MV Agusta 1000 Super Veloce Oro. Oh, quelle moto de fou furieux. C'est une néo-rétro sportive, ce regard tout inspire le buffle sur cette meule qui est absolument... J'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. C'est un excellent travail de design, sans doute la plus belle pièce de l'ECMA cette année. Et la Super Veloce au départ c'est une 800 Sport néo-rétro avec un moteur 3 cylindres de 798 cm3. Une vraie gueule absolument incroyable et une mécanique à l'italienne. Un design extrêmement soigné. Mais MV s'est dit, en fait... si on faisait encore plus. Donc ils ont pris le moteur de la 1000 Brutale RR et ils l'ont foutu là-dedans. Et on passe de 147 à 208 chevaux avec des caractéristiques très modernes. Tous les carénages sont en fibre de carbone, les suspensions électroniques sont signées Öhlins, les échappements surélevés sont en titane, les jantes en aluminium forgé sont absolument dingues et il y a des petits ailerons à l'avant. Superbike oblige, mais ça coupe un petit peu avec la ligne rétro. Sans mentir, cette gueule est exceptionnelle. Ce carénage fuselé avec ses feux ronds à LED avant et arrière, ce profilé, c'est un vrai chef-d'œuvre. Dont le prix d'ailleurs devrait être aussi un chef-d'œuvre vu que ça avoisine apparemment les 50 000 €. Donc ça veut dire disponibilité extrêmement limitée. C'est pour ça donc que je pourrais pas l'essayer. Parce que si c'était le cas, je devrais sans doute, vous savez, signer une petite assurance vie sur 3 générations pour la moindre griffe. Bon, c'est une info sûre, mais quelle sensation, incroyable. On continue le classement avec le top 7 et on va filer chez Royal Enfield avec la 650 Super Meteor. Moi, vraiment, j'ai envie d'y croire à cette moto. J'ai envie d'y croire parce que si cette moto fonctionne, et pour moi, en fait, elle a tout pour fonctionner, et on pourrait peut-être avoir encore d'autres machines en 650, vous savez, Super Classique, Super Scram et Super Himalayan. Imaginez un peu, avec le récent bicylindre Air-Wheel de 47 chevaux qui équipe déjà les Interceptor et les Continental, Royal continue son impressionnante montée en gamme et arrive, figurez-vous d'ailleurs, à placer la Continental dans le top 10 des motos les plus vendues en France. Qui aurait cru un jour que Royal Enfield arriverait à placer une moto dans le top 10 devant des mastodontes comme la Trident 660, la CB500F, la F900R, le Tracer 7 ou la Street Triple. Et donc cette Super Meteor, c'est l'évolution de la 350 Meteor qui a donc toujours la tendance cruiser au programme avec une position de conduite pied en avant, guidon reculé. 241 kg bien plein avec près de 16 litres de réservoir. Elle se veut assez accessible avec ses 740 mm de hauteur malgré un empattement de 1,50 m. Donc c'est assez grand. On retrouve le même principe de combo compteur que sur la Scram, à savoir le petit boîtier Tripper, donc le fameux GPS connecté de chez Royal, et un compteur analogique à écran LCD qui reprend toutes les infos. On verra bien ce que ça donnera pour 2023, mais j'espère grandement qu'elle fera succès. Mon 6e choix se porte non pas sur une, mais sur 2 motos. C'est les Lucky Explorer de chez MV Agusta. Ça me hype assez fort quand même, parce que déjà, on se base sur le Cagiva Elephant des années 80 et 90 avec la signature Lucky Explorer. Et tu auras donc 2 modèles, le 5.5 avec un bicylindre en ligne de 47,6 chevaux et 220 kg à sec, avec un moteur développé donc par Qianzhang et une moto produite en Chine. Plus abordable donc, et pas pour autant dénué de technologie puisqu'on retrouve un écran TFT de 5 pouces, des suspensions KYB, je sais même pas si on dit KYB ou KIB, régale d'ailleurs à l'avant et à l'arrière, des freins confiés à Brembo, un ABS Bosch et des jantes à rayons de 19 et 17 pouces. Un empattement de 1,505 mm, celle à 860 mm, voilà pour la fiche technique Wikipédia. Non, moi clairement, celle qui me hype le plus, là, c'est la Lucky Explorer 9.5, propulsée d'ailleurs par l'iconique 3 cylindres du Super Veloce de chez Skirana, en portant d'ailleurs la cylindrée à 931 cm3 avec des valeurs de puissance de 124 chevaux et de couple de 102 Nm. Très proche du concept présenté en 2021, cette moto très réussie visuellement, elle aura son shifter, son embrayage anti-dribble, ses jantes de 21 et 18 pouces, sa partie frein chez Brembo Stylema, et un énorme côté de connectique avec 3 modes de conduite, 8 modes de traction control, 4 niveaux de contrôle de couple, un grand écran TFT de 7 pouces. Franchement, c'est du lourd. Et ces 2 modèles seront apparemment disponibles avant la fin du printemps. Et j'ai hâte d'en savoir plus parce que je vais voir comment MV Agusta va se débrouiller dans le monde du trail ou de l'off-road avec un nom absolument iconique. Et si c'est ça, moi j'espère qu'ils vont trouver une place intéressante et que ce sera une bonne alternative à ce qui existe déjà. On arrive déjà à la moitié de la vidéo et s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à partager les vidéos et à me dire d'ailleurs, tiens voilà, pourquoi pas, quelles sont pour toi les motos que tu vas attendre et que tu vas scruter pour 2023. En 5e position, je ne pouvais pas ne pas parler de la Peugeot PM01 300, dont j'ai déjà évoqué le nom dans ma vidéo sur l'ECMA. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner et de voir ce que vous nous proposez les franco-adiens chez Peugeot Motorcycle. Pour rappel, la PM01 c'est au départ un concept, c'est le P2X qui a été présenté au Salon de Paris en 2018 avec un style rétro assez chouette qui ressemble d'ailleurs maintenant à un concept un peu plus minimaliste, un peu comme une MSX dopée aux en fait. J'aime vraiment bien. Et donc cette année, ils ont dévoilé une 125 et cette 300 qui développe 29 chevaux pour 24,5 Nm de couple avec un poids plume de 160 kg tout plein fait. Et pourquoi je suis hypé par ça moi ?
Parce qu'en fait, ça va apporter de la légèreté et de la modernité dans ce secteur des 300-400 cm3. En même temps, attends, éclairage à LED, signature lumineuse en forme de griffe et compteur TFT couleur qui viennent donc agrémenter des éléments à la conception extrêmement simple. Un réservoir de 12 litres, une hauteur de selle de 810 mm, adapté donc à la plupart des gabarits, une fourche inversée de 41 mm et un simple amortisseur central, réglable juste en précharge. J'ai vraiment hâte de voir la dispo et le prix de cette Brel qui risque, j'espère, d'attirer un petit public. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Au pied du podium, on va surtout commencer à parler de concept. Et là, je vais surtout insister sur les nouveautés électriques qui arrivent surtout en roadster et en maxi trail, avec notamment la Zero DSRX qui a été présentée en septembre. On pourrait faire une vidéo complète sur le sujet de l'électrique parce que ça commence vraiment à être visible en France. On comptait 4200 ventes en 2021, donc environ 2,5% de part du marché. Et en 2022, ça devient intéressant, surtout quand on y pense avec l'énorme percée du CE04. Vous savez, là, le scooter électrique BMW façon planche de surf que j'ai testé d'ailleurs. Bon, c'est sûr, c'est un scooter électrique, mais c'était quand même une excellente année parce qu'en novembre, tu as plus de 2200 ventes cumulées pour le modèle en full et en 125, ce qui la place top 11 de toutes les ventes cumulées de motos en France. Et ça, c'est un truc de fou pour un scooter électrique, quoi. D'ailleurs, Zero a enregistré plus de 25% des ventes au premier semestre 2022, avec 150 ventes avant d'annoncer leur nouveauté, le DSRX, une sorte de maxi trail avec 225 Nm de couple, avec une vitesse de pointe de 180 km/h et une puissance relative d'environ 100 chevaux. Il commence à répondre vraiment aux problématiques de charge, parce qu'avant, une charge in Zero, ça pouvait prendre une bonne dizaine d'heures. Et là, on arrive à charger les 18 kW de la batterie en 3 heures sur une prise classique, ce qui est quand même pas mal, et en moins d'une heure et demie avec un chargeur rapide. T'as 290 km d'autonomie en ville annoncée et 172 km sur autoroute. C'est plutôt une bonne perf avec un poids contenu d'environ 245 kg. Alors ouais, c'est sûr, on est très très loin des standards de la moto moderne, mais franchement, on sent du mieux. Je trouve, après c'est mon avis, que ça fait plaisir de voir la moto électrique se développer petit à petit, portée aussi par l'explosion en ville des super Soco qui commencent vraiment à devenir intéressantes en plus d'être attractives. Et même les grandes marques commencent à s'intéresser à ce milieu, notamment Triumph avec le TE1 dont le prototype final a passé la phase de test avec brio. Donc on peut peut-être espérer avoir un peu plus de nouvelles en 2023 ou l'année d'après. J'espère 2023 quand même. On sent qu'il y a une vraie tendance forte portée par l'automobile électrique, mais aussi par le prix de l'essence qui fluctue, le stationnement aberrant payant à Paris pour tous les véhicules thermiques, mais pas pour toutes les motos et scooters thermiques. Très sincèrement, même si je peux comprendre le moteur attaché aux valeurs du thermique, à savoir l'odeur, l'essence, le bruit de la moto, toutes les sensations, les vibrations que peuvent procurer nos machines, ce serait quand même le moment de s'intéresser à cette tendance, et pourquoi pas, c'est laisser tenter par un petit essai. Franchement, je pense que c'est l'année ou jamais. Pour débuter le podium, je ne peux que surveiller la tendance des prototypes de chez Kawasaki, donc électrique et hydrogène, qui eux donc méritent une place à part vraiment, parce que en fait, ces concepts-là ont fait grand bruit auprès du public de la moto. Sur ces futures motorisations, même sur l'électrique, avec la future Ninja électrique qui devrait arriver dans les années à venir, d'ailleurs je pense que c'est même prévu pour printemps là, je trouve que Kawasaki c'est sans doute la marque généraliste qui innove le plus dans le domaine des motorisations de demain. Pour léger rappel, Kawasaki nous dévoilait ses plans en 2021 pour l'avenir en assurance focalisée sur le développement de motos électriques, hybrides et à hydrogène, avec l'objectif de commercialiser au moins 10 machines répondant aux critères de neutralité carbone d'ici à 2025. Et 2025, c'est demain les refs. Après plusieurs tentatives en 2022 de montrer de maigres images et de petits prototypes, il aura fallu attendre l'ECMA encore pour voir les vrais modèles prévus pour les années à venir. Une petite Z électrique et une Ninja sous la même motorisation avec donc deux petites batteries amovibles de 3 kWh chacune. C'est assez novateur d'ailleurs de voir deux batteries sur une moto, se voulant être alors des équivalents 125 thermiques. Badgé BEV, et Kawasaki propose de les voir courant 2023 et donc il serait potentiellement possible d'avoir des news assez rapidement là pour un tarif et pourquoi pas une disponibilité plus concrète. C'est surtout l'occasion enfin de tâter de plus près l'horizon 2024 avec le concept de moto hybride Kawasaki, donc la Ninja HEV, équipé d'un moteur thermique et d'un moteur électrique, tout en étant capable d'alterner rapidement envers l'un ou l'autre. Et ça, si vraiment ça fait ses preuves, avec un bon rendement, une bonne fiabilité, un prix correct et un prix de recharge pas trop déconnant, on risque vraiment d'avoir affaire à un banger. Enfin, le modèle à hydrogène basé sur la Ninja H2 a aussi été présenté, mais on ne devrait certainement pas voir le jour avant plusieurs années, donc pas avoir trop d'infos si ce n'est sur le développement du prototype. Et malgré tout, en fait, la tendance elle est clairement à surveiller, parce que les grandes marques du monde de la moto commencent vraiment à plancher sur les énergies décarbonées, tout en créant également des motos thermiques moins polluantes d'un point de vue du bruit et de la pollution atmosphérique. Clairement, ça ne peut qu'annoncer du bon pour la suite. Et je suis certain que d'autres marques concurrentes à Kawasaki nous préparent également de belles surprises dans les ateliers de R&D. Du moins, je l'espère. Pour moi, cette tendance, elle est propice au monde qui nous attend pour demain, avec l'abandon du thermique. Enfin, le retrait progressif surtout du thermique, en Europe prévu pour 2035. Je pense d'ailleurs que les premiers qui se lanceront sur ce marché, ils auront clairement les plus belles parts du gâteau. Franchement, j'ai très hâte de voir la direction du marché moto de demain. Ça me donne vachement envie. Bon, c'est vrai, j'ai dit que j'avais mis de côté des trucs un peu trop évidents. Mais j'ai quand même fait une exception. Au deuxième rang, je ne pouvais absolument pas ne pas placer le renouveau de Honda avec la 750 Hornet.
et la Transalp. Et un truc sur lequel j'avais lourdement insisté lors de la présentation de la gamme Hornet, pour moi cette nouvelle base moteur de 755 cm3, 91,8 chevaux et 64 Nm, il fera fureur auprès de ceux qui essaient cette moto. J'en suis convaincu. Quand ces deux motos ont été annoncées, moi j'étais tout de suite hyper hypé. Parce qu'en fait, reprendre des vieux noms et en faire une nouvelle soupe, c'est jamais un exercice hyper simple. Surtout avec un public français, on connaît, qui est extrêmement exigeant et assez résistant au changement. En fait, ça n'a pas démérité. Tous les essayeurs, les journalistes et ceux qui ont pu poser leur cul sur la nouvelle Hornet, ils sont unanimes. C'est une moto qui est certes esthétiquement banale, mais avec un caractère moteur très largement valorisant, qui pousse, qui lève facilement, avec un très bon couple et une plage de moteur qui est jamais creuse, une bonne partie frein et une bonne instrumentation, le tout avec un prix canon pour mettre clairement deux énormes claques là à la MT-07 et venir attaquer ses vraies concurrentes que sont la Trident 660 et la future GSX 8S qui n'est pas encore sortie. Entre la CB650 et la CB500F, elle vient combler un trou dans la gamme, tout comme la Transalp qui vient combler le trou entre l'Africa Twin et la CB500X/NC750X. J'ai si hâte de voir comment le public va réagir en essayant la moto, et j'ai moi-même d'ailleurs très envie d'essayer cette machine. La Transalp aussi d'ailleurs au passage, pour savoir si réellement je me suis pas trompé dans mes propos. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui les petits 4 cylindres sont en train de clairement laisser la place à de bons bicylindres coupleux et complets, sans pour autant être remplacés. Mais il n'y a pas à mentir, on va vivre, j'en suis certain, une excellente année 2023 avec cette Hornet et cette Transalp. Et j'espère de tout cœur que les ventes seront au rendez-vous, parce que si ce modèle fonctionne, peut-être que Honda va cesser de pousser des ailes et créer d'autres machines par la suite sur une base de 750. Pourquoi pas un Scrambler type CL qui vient de sortir, le CL500 là. Pourquoi pas une CB750R, une CMX 750. En fait, je pense qu'il est vraiment permis de rêver avec un moteur aussi allégeant pour clairement tous les profils de moteur. Allez, avant de découvrir mon number one, quelques mentions honorables. Je ne pouvais pas ne pas évoquer la percée de Honda en n'évoquant pas le retour de Suzuki, qui propose la même formule que son camarade nippon, mais avec un nouveau moteur en 800 cm3, 83 chevaux environ, pour 78 Nm de couple, poussé d'abord dans l'évolution naturelle de la V-Strom 650, à savoir la V-Strom 800 DE, mais surtout dans une toute nouvelle machine, la GSX 8S. Un joli roadster ressemblant de loin à une KTM bleue, ayant une allure agressive et optant pour un phare avant à LED, qui rappelle le lien de parenté avec la dernière génération de la GSX S1000. Ultra hype, moi je suis ultra hype par ce nouveau moteur qui, j'espère, va permettre de remettre Suzuki sur de nouveaux bons rails en 2023, et je vais évidemment surveiller l'évolution des ventes de Suzuki de très près. Parce que ouais, vous le savez, j'ai fait une vidéo pas franchement glamour sur la tendance de marketing de Suzuki en Europe, en disant notamment qu'il proposait au final assez peu de nouveautés. Prouvez-moi que j'ai tort en 2023 les potes. Vraiment, j'ai très hâte d'essayer ça. Et enfin, j'ai quand même envie d'évoquer Ducati parce que la Desirix. Voilà, je suis fan. Et je vais la surveiller de très près pour savoir comment elle va se débrouiller pour donner un nouvel élan au trail 100% off-road chez les Italiens, avec ce magnifique bicylindre et cette tronche hors du commun. Mais j'ai aussi, en vérité, suivre l'évolution de la Panigale V4F, qui sera l'une des premières Superbike tirées de la compétition abordable de série, et donc plus en série limitée, donc abordable. On va quand même débourser 44 000 € pour s'offrir le moteur V4 le plus dodo du marché. Et vraiment, je vais suivre ça aussi de très près pour savoir comment elle va se débrouiller, notamment en Superbike. Et donc, mon choix numéro 1 à surveiller, en fait, il est assez personnel, mais aussi assez révélateur de ce que j'aime dans la moto. C'est l'audace. Et j'ai pas trouvé moto plus audacieuse pour cette année 2023 que la Moto Guzzi V100 Mandello. J'en suis fou amoureux les amis. C'est affolant, je me la fous en intraveineuse pour elle me hype. La V100 c'est avant tout une histoire, c'est celle d'une moto qui vient pour fêter le centenaire de Guzzi, dont les locaux historiques sont toujours à Mandello del Lario. Et donc la V100 reprend le nom de Mandello. C'est aussi une moto bouleversée par des retards d'expédition, des retards tout court puisqu'elle a été annoncée fin 2021 je crois, pour sortir uniquement là fin 2022, début 2023. Et comme la Hornet 750, c'est une vraie surprise. Là où la V85TT est un très bon trail, mais dont il faut jamais réellement taper dedans, en fait comme toutes les Guzzi, ici on peut se permettre de monter la moto un peu plus dans les tours, d'être un peu plus incisif pour la sortir un vrai plein potentiel. Et cette tronche, alors il faut aimer, mais je la trouve complètement dingue. Les coloris, la gueule façon TDM des temps modernes, façon mi-roadster, mi-trail routier, c'est un vrai délire et j'en entends beaucoup parler autour de moi. Et j'ai le sentiment qu'elle vous hype aussi beaucoup, tout comme moi. Et ça, c'est trop super. 115 chevaux, 105 Nm de couple, un système d'ailette unique au monde qui permet de rediriger les flux d'air quand il pleut ou quand on va assez vite. Un truc inutile donc indispensable, sans savoir véritablement si ça fonctionne ou pas. Et surtout, une formule qui me plaît et qui est propre à Guzzi. Un cardan. Juste un cardan. C'est trop bien les cardans. Ça fait un petit peu de bruit, mais il n'y a pas à regretter la chaîne, quoi. C'est vraiment trop bien. Et avec cette signature lumineuse façon Aquilia, vous savez, l'aigle en italien, ce moteur longitudinal en V ouvert à 90 degrés et cette moto concurrente directe de l'un de mes autres coups de cœur qui est la 1250 RS de chez BMW, pour moi elle sera ravir à 100% les puristes de la firme italienne. Et pourquoi je la mets tout en haut de la pile ? Déjà parce que je l'aime beaucoup, voilà, ça c'est certain. Mais je veux vraiment savoir si Guzzi saura entretenir la résilience obtenue avec la V85 TT, la V7 qui sont deux motos absolument formidables, et maintenant la V100.
Comme quoi, en fait, t'es pas obligé d'avoir 18 motos dans une gamme pour réussir. Juste 3 excellents modèles. Et j'espère que Guzzi continuera de nous surprendre, avec pourquoi pas, de jolies ventes. Et j'espère de belles parts de marché à la clé. Bon et toi, c'est quoi les modèles que tu attends le plus en 2023 ? Mon mystère du jour pour le référencement, ce sera tout simplement le mot masterclass. Voilà, je vais le noter là pour ceux qui ne savent pas l'écrire. On se retrouve bientôt, démarrer l'année en beauté. Et si tu veux voir d'autres vidéos, il y en a à droite, à gauche, un petit peu partout. Allez, bisous, ciao, au revoir.